Parcouru par les grandes routes commerciales, l'Ouzbékistan a de tout temps fait naître de grandes convoitises. Dès l'Antiquité, il y a eu Alexandre le Grand. Il y a eu ensuite les Arabes au 7e et 8e siècle. Puis au 12e siècle, Gengis Khan et les hordes mongoles détruisant tout sur leur passage. Au 14e siècle, Timour, d'origine turco-mongole, nous disons Tamerlan, le plus grand conquérant d'Asie centrale, a fait de cette partie du monde le cœur de son empire, léguant un patrimoine historique et architectural incomparable. Le pays passe sous le contrôle des Russes au XVIIIe et XIXe siècle. Ce sera ensuite la période soviétique jusqu'en 1992, date de l'indépendance. À Tachkent, le musée des arts appliqués constitue une excellente introduction au riche patrimoine artistique de l'Ouzbékistan. On peut y voir d'importantes collections de Souzani, des superbes broderies sur soie, mais aussi des tapis, des poteries, des peintures. Là se trouve représenté tout le savoir-faire des artisans locaux. Le musée est installé depuis 100 ans dans une villa construite par un diplomate russe amateur d'architecture locale. Tachkent est une ville verte, avec de nombreux parcs et avenues arborées. Le théâtre Navoï. Sa construction par des prisonniers de guerre japonais s'est achevée en 1947. Cet édifice abrite le Musée national d'histoire de l'Ouzbékistan.
Pour des raisons de grosse chaleur l'été, les voitures sont essentiellement de couleur blanche. Nous arrivons au mémorial du tremblement de terre. Un cube de granit indique 5h22, l'heure de la première secousse du tremblement de terre de 1966. Sur les bas-reliefs figurent les étapes de la reconstruction. Un cours d'eau délimite ville ancienne et ville moderne. La tour de télévision de Tachkent, haute de 375 mètres, a été construite dans les années 80. Dominée par 2 minarets de 50 mètres, la nouvelle mosquée Hazrati Imam, la mosquée du vendredi, est la plus grande de Tachkent. Nous arrivons sur la place Kast Imam, considérée comme le centre religieux de Tachkent. La médersa Barak Khan du XVIe siècle présente une belle façade ornée de mosaïques bleues et d'inscriptions coraniques. La petite bibliothèque du XVIe siècle contient un exemplaire du Grand Coran d'Osman, sans doute le plus ancien du monde, sur peau de cerf, en écriture koufique, une forme ancienne de l'arabe. L'intérieur de la médersa est occupé par des artisans locaux. Le bazar Djorsou a toujours été un lieu d'échange. Я вам музыку сыграю, если нравится мне на востоке, что за небо без луны, на востоке, что за жизнь без чайханы, что за жизнь без чайханы. Идет по кругу, Аксакалы смотрят в мир. Рады гостю, рады другу, здесь застолье, но не пир. На востоке, что за небо. Le bâtiment à deux niveaux, en forme de dôme, est une construction soviétique. De Tachkent, construit dans les années 70 et inspiré du métro de Moscou, plusieurs stations, par leurs luminaires, leurs peintures murales, les céramiques, font office de musée.
Bezčekami na Vostoke, na Vostoke, što za nema bez tvoji. Na Vostoke, što za živ bezčekami, što za živ bezčekami. La place Lénine est devenue place de l'Indépendance en 1992. Elle est agrémentée de multiples fontaines. Les cigognes sont un symbole de la paix. Elle se poursuit par un parc avec de vastes pelouses plantées d'arbres. Le globe terrestre géant est un monument à l'indépendance. Au bout de l'allée de la mémoire, on peut voir les livres de mémoire avec les noms des Ouzbeks morts pour la patrie lors de la Deuxième Guerre mondiale. Une flamme brûle devant la statue de la mère en deuil. Nous venons d'arriver à la gare ferroviaire. Un train à grande vitesse, de conception espagnole, va nous conduire à Samarcande en un peu plus de 2 heures. La ville de Samarcande a connu son apogée au XIVe siècle sous Tamerlan, puis Ulugh Beg, son successeur. Le Gour Émir est un mausolée, lieu de sépulture de Tamerlan et de sa descendance. Avec son grand portique bleu, son extraordinaire coupole, ses minarets, l'extérieur impressionne. L'ensemble du site est abondamment et richement décoré. L'influence persane est notable, mais l'art timouride a su aussi utiliser d'autres influences variées de l'Empire. La dalle noire est le tombeau de Tamerlan. Mais toutes ces dalles ne sont en fait que des cénotaphes. Les dépouilles mortelles de Tamerlan et des autres Timourides se trouvent dans une crypte toute proche. Par-delà les murs de la ville, s'étend sur une colline une vaste nécropole. Là se trouve un extraordinaire ensemble de portiques, mosquées, médersas et mausolées des XIVe et XVe siècles.
aucun mausolée n'est à l'image d'un autre. Décoration extérieure, décoration intérieure, c'est l'apothéose de l'art de la céramique. Au cœur de Samarcande, le Réguistan, la place de sable, servait au commerce, aux défilés militaires et aux exécutions publiques. Elle s'est peu à peu, au fil des siècles, enrichie de superbes monuments et présente un des plus beaux ensembles de l'islam. Au début du XVe siècle, Ulugh Beg fait édifier une médersa pouvant accueillir une centaine d'étudiants. Le souverain y aurait enseigné l'astronomie, sa grande passion. D'ailleurs, des étoiles ornent le portail de l'édifice. En face, la médersa Shir d'Or a été construite un siècle plus tard. Des motifs décoratifs, géométriques ou floraux ornent l'ensemble. La représentation d'animaux surprend dans un monument islamique. La médersa Tilia Kari, immense avec une façade longue de 75 mètres, a été construite de 1646 à 1660. Dans la mosquée de cette médersa, on peut voir un beau plafond en trompe-l'œil. La nuit venue, les monuments parés de lumière créent une atmosphère tout à fait féerique. Le dîner se déroule dans un restaurant avec une ambiance de fête. L'occasion d'observer les habitudes locales.
birthday. Ouais. Allez, ben on va lui dire Happy birthday to you. Happy birthday to you. Les autres monuments visités dans la journée, le Gour Émir et la nécropole Shah Zinda, eux aussi baignés de lumière, semblent encore plus somptueux. Dans le centre de fabrication du papier, les installations sont aussi utilisées à d'autres fins. Extraction d'huile de lin à partir de graines de lin, sésame, coton et pastèque. Et fabrication de farine. Le papier de Samarcande est réputé depuis 1200 ans pour sa solidité et sa résistance aux insectes. Nous assistons aux différentes étapes de sa fabrication, le trempage, puis le broyage des branches du mûrier. Pedimos la piedra de mano y 3 herramientas. Uno es agata, la piedra agata, la concha, algo y la mano más pequeña. Encore, voilà, regardez, c'est du papier de coton, voilà, regardez, c'est du coton. Vous voyez? Alors, donc, maintenant, regardez ça, l'eau qui coule, ça reste pas grand-chose. Vous voyez, ça absorbe beaucoup, voilà. Regardez ça. Et comme ça, ils préparaient des couches de papier. Et après, regardez, on cherchait des grandes pierres. Regardez, s'il vous plaît, c'est comme tissu. Regardez, c'est comme tissu, vous voyez? C'est comme tissu. L'étape ultime est un polissage à l'aide d'un coquillage ou une pierre précieuse, souvent du lapis lazuli. Les différentes réalisations à partir de ce papier sont parfois surprenantes. En cours de route, nous voyons passer un enterrement. Seuls des hommes composent le cortège. Les femmes se recueilleront ultérieurement. Une statue précède l'arrivée à l'observatoire d'Ulugh-Beg. Petit-fils de Tamerlan, il était plus passionné par les recherches scientifiques et la culture en général que par la politique.
Entre 1424 et 1429, 2 siècles avant Galilée, il a fait construire un observatoire et ses instruments permettaient des mesures de la plus grande précision. Samarcande était devenue la capitale de l'observation des étoiles au XVe siècle. L'observatoire était élevé sur 29 mètres. Du 8e au 13e siècle, Samarcande faisait front aux invasions depuis la forteresse d'Afrasiab. Des archéologues russes ont fouillé les ruines de cette forteresse dans les années 1880. Un musée rassemble de nombreux objets ou documents se rapportant à cette époque. En 1965, ont été mises à jour une série de grandes fresques permettant de découvrir la splendeur régnant à la cour. Un spectacle au théâtre du costume historique présente de magnifiques costumes et des danses de toutes les époques de l'histoire de l'Ouzbékistan. En 1398, Tamerlan aurait souhaité faire bâtir une mosquée surpassant tout ce qu'il y avait de beau et de grand dans le monde musulman. Diverses légendes circulent sur la construction de cette mosquée. Mais on ne peut qu'être surpris par le gigantisme de l'édifice. Tout à côté se tient le bazar.
Puis on gagne la mosquée des voyageurs. Les routes caravanières étaient jalonnées de mosquées de ce type. La mosquée actuelle, d'ailleurs restaurée, date du XIXe siècle. On peut y voir le mausolée du premier président ouzbek. De belles vues se dégagent vers la mosquée Bibi Kanoum. Un repas pris chez l'habitant clôt la journée. Nous faisons route vers Chakri-Saps, la ville natale de Tamerlan, l'un des foyers culturels et artistiques les plus importants d'Orient au XIVe et XVe siècle. La route traverse la steppe. Un arrêt dans un village va permettre de se familiariser avec le milieu rural. Il ne s'agit pas là de lits, mais de meubles qui servent à la détente. Elle vient pour bavarder un petit peu, rester donc avec sa voisine. Il arrive de traverser un marché qui se tient au bord de la route.
À Chakrisaps, le complexe religieux d'Orut Tilovat comprend une médersa du XIIIe siècle, la mosquée Kok Kumbaz avec son dôme bleu et son porche décoré d'étoiles, construite par Ulugh Beg au XVe siècle, et différents mausolées et tombeaux. L'intérieur est particulièrement décoré. L'autre ensemble, de Rous Siadat du XIVe siècle, construit par Tamerlan, est un mausolée des Timourides. Le déjeuner est pris dans un caravansérail du XVIe siècle. Au bout de l'allée, on aperçoit le palais blanc Akserai. En 1379, Tamerlan a voulu faire édifier son plus grand palais. C'était une construction grandiose qui s'étendait de la statue à la muraille. Le cadre est vraiment idéal pour un mariage. Les couleurs de mosaïque qui prédominent sont le bleu, le vert et l'or. Des carreaux, peut-être d'un bassin, ont été découverts lors de fouilles.
L'ensemble était ceint par une grande muraille. Le retour s'effectue par la montagne. Arrêt à un col à 1650 mètres d'altitude. Le petit marchand présente différents produits locaux, dont du lait caillé séché. Voilà au pépine. Voilà. Non loin d'une cathédrale polonaise catholique, la cathédrale orthodoxe russe de 1872 accueille encore de nombreux fidèles. Et avant de quitter Samarcande, nous allons voir de plus près la statue de Timur de 1996. Nous nous dirigeons à présent vers Bukhara. Des zones autrefois de steppe ont été mises en culture. Depuis 1930, de nombreuses plantations de coton, imposées par l'Union soviétique, ont vu le jour. Leur irrigation nécessaire a contribué à l'assèchement catastrophique de la mer d'Aral. Octobre, c'est la période de la cueillette du coton. De nouveaux plants de coton seront semés l'année prochaine. Autrefois sur la route de la soie, le caravansérail Rabati Malik du XIe siècle est aujourd'hui en ruine. En face, le réservoir d'eau souterraine. Un arrêt a lieu en cours de route chez un artisan céramiste de renom. Les femmes de la maison et les jeunes filles réalisent aussi des broderies et des tapis de soie. Nous avons quelques informations sur le travail de la céramique.
C'est un âne qui, une fois par mois, actionne la meule pour écraser la terre. Avant l'arrivée à Boukhara, un arrêt nous permet d'admirer le beau minaret de briques colorées de Vadkent. Haut de 39 mètres, il date de la dynastie des Karakhanides, fin du XIIe siècle. Il est coiffé d'une lanterne décorative. On peut y voir diverses écritures, dont certaines en koufik. Le mur est parsemé de symboles zoroastriens. À Boukhara, le minaret Kalon, bien illuminé, avec sa hauteur de 46 mètres, est l'un des symboles de la ville. Dans le grand parc Kirov, autrefois parc Lénine, se trouve le mausolée Ismail Samani. C'est le monument le plus ancien d'Ouzbékistan, édifié au début du IXe siècle. Ce bassin était un des 114 bassins de la ville. Situé au sein d'une immense nécropole, il avait été enfoui sous plusieurs mètres de sable et de terre et avait ainsi été préservé lors de l'invasion mongole. Des signes de différentes religions apparaissent dans la construction, un témoignage de l'esprit d'ouverture de l'islam à cette époque. En face, un monument moderne rend hommage à Al-Bukhari, un érudit du IXe siècle très vénéré qui toute sa vie rassemblait les paroles de Mahomet. Il se dit qu'il y a très longtemps, le prophète Job, témoin d'une sécheresse terrible, fit jaillir de son bâton une source d'eau fraîche. Ce monument commémoratif, construit en plusieurs étapes à des dates différentes, abrite aujourd'hui un musée de l'eau. Y sont notamment évoqués les graves problèmes de la mer d'Aral. Un homa avec un plumet de crin de cheval est signe du tombeau d'un saint. Tout proche se trouve le principal bazar de Boukhara.
Les rouges permettait à l'émir de gagner depuis la citadelle la mosquée aux 40 colonnes près du bassin. Les cellules que l'on aperçoit hébergeaient les derviches. Cette mosquée date de 1712. La tour Eiffel est une curieuse réutilisation d'un ancien château d'eau. Devant la citadelle s'étendait la place du Réguistan. C'était un marché, à tout, y compris aux esclaves, une place publique, le lieu des exécutions. Les musiciens étaient là. Est-ce que vous voyez maintenant en dessous de la terrasse, vous voyez des moucharabbiers en blanc? C'était 4 femmes officielles de l'émir, parce que pour eux c'était interdit de sortir. Pour atteindre le cœur de l'arc et ses multiples salles, on longe une rangée de cellules pour les prisonniers. C'est là que l'émir accordait ses audiences publiques journalières. La citadelle Arx est une forteresse monumentale s'élevant à 20 mètres au-dessus du sol. Elle a été la demeure des seigneurs de Boukhara pendant plus d'un millénaire. Elle est le symbole de l'émirat de Boukhara. Cette résidence est celle d'un riche marchand de Boukhara à la fin du XIXe siècle. Son père aurait amassé une fortune grâce au commerce des chapeaux en astrakhan. On vient de traverser la cour des femmes avant d'arriver à la cour pour les hommes.
Kodjaïev et sa famille ont tristement fini au goulag. Aujourd'hui, des thés ou des dîners ou des séances de photos sont organisées dans cette résidence. Construite en 1807 au sein du quartier des Boulangers, le Tchor Minor est une curieuse médersa avec 4 tours à coupole. Seules subsistent quelques ruines de la médersa. Le complexe de Liab-i House constitue le cœur de la ville, le lieu de détente où l'on se réunit le soir. Avec en son centre un grand bassin de 1620, la place est entourée par 3 édifices. L'auberge des derviches silencieux du XVIIe siècle est une mosquée en forme de croix, richement décorée. La médersa Koukeldash du XVIe siècle est la plus grande. La médersa Nadir Divan-Begui est du XVIIe siècle. Sur son tympan figurent 2 oiseaux peu religieux. Les cellules sont transformées en ateliers artistiques et le soir se déroule un spectacle de chanteurs et danseurs. Devant la médersa, une statue de Kodja Nasreddin, le sage fou, un personnage célèbre de la littérature populaire. Le spectacle se déroule avec une alternance de danse traditionnelle et de présentation de mode local. Le spectacle terminé, nous continuons notre découverte de l'artisanat ouzbek. Cette fois, un marionnettiste tout près de la Grande Place. Différents marionnettes, chaque différent fond, Ah, 12 couches de solide. 12 couches de papier mâché. Et après, un coup. Et il y aura l'eau. Encore on pense. Les qui gardent, plus une couche d'ombre, travaillent la tête. 3 fois les hommes. La tête, à la maison, les femmes, les filles travaillent, les mains, la voix. 3 familles, une semaine, 10, 12, 15 marionnettes travaillent. Comment manipuler? Manipuler, traduction, comme Guinée. C'est la femme de Guinée. Comment ça s'appelle? Madelon. Le Madelon. C'est pour les professionnels. Avec les filles. Allah
un nouveau jour se lève. La visite du jour commence par une déambulation dans les ruelles de Boukhara. Elle donne un bel aperçu de la ville ancienne et de sa population. Et les grands bâtiments ne sont jamais très loin. Ces tuyaux jaunes qui courent le long des maisons sont les canalisations de gaz. La mosquée Kalon, immense mosquée du vendredi, est une des plus anciennes d'Asie centrale. Ce que l'on voit aujourd'hui date du XVIe siècle. Le minaret du XIIe siècle de la mosquée est le symbole de Boukhara. C'est le plus élevé et le plus ancien monument architectural de la ville. Nous pénétrons dans la cour intérieure de la mosquée. La médersa Mir-i arabe du XVIe siècle accueille encore aujourd'hui une centaine d'étudiants. L'étude de l'arabe, du Coran et de la théologie doit leur permettre de devenir imams. Dans l'entrée figurent des portraits d'imams célèbres. Nous longeons l'arrière de la médersa et nous apercevons un toc. C'est une des 5 grandes coupoles qui jalonnaient le centre marchand de la ville. Un artisan présente un bel assortiment de ciseaux et de couteaux. La médersa Abdulaziz Khan présente une ornementation riche et audacieuse.
En face, c'est la médersa d'Ulugh-Beg du XVe siècle. Voici les consignes vestimentaires que l'on trouve avant de pénétrer dans une médersa ou une mosquée. C'est là qu'est enterré l'un des fondateurs et l'un des saints les plus vénérés de l'islam soufite, XIVe siècle. Une allée jalonnée de pancartes avec des préceptes conduit au site. Avant d'atteindre le cœur du site et le tombeau du saint, nous traversons une nécropole avec des caveaux familiaux des XVIe et XVIIe siècles. Les puissants aimaient se faire ensevelir à proximité d'un saint. Cette kanaga du XVIe siècle, coiffée d'une énorme coupole, était l'auberge réservée aux derviches itinérants. Ce grand bassin date du XVIIe siècle. Nous arrivons à la cour sacrée. La mosquée pour les femmes est du XVIIIe siècle. La mosquée des hommes date du XIXe siècle. Dans la cour sacrée se trouve le tombeau du saint. Il y règne une grande piété. Nous venons d'arriver dans un grand parc avec des ponts. Là se trouve la résidence d'été des émirs de Boukhara. Elle a été commencée à la fin du XIXe siècle. Le dernier émir de Boukhara y a ajouté un bâtiment en 1914. Ayant fait des études à Saint-Pétersbourg, il souhaitait un palais à la pointe de la modernité, un mélange entre architecture traditionnelle et moderne. Les 3 bâtiments, tous très décorés, sont aujourd'hui transformés en musée. Ce bâtiment, avec diverses pièces de réception, se termine par le salon de thé, ouvert sur le parc. Au fond du parc, on aperçoit le harem.
Le palais octogonal accueille un musée du costume national. Le harem, qui héberge le musée des travaux à l'Aiguille, se mire dans le grand bassin. Depuis la terrasse, l'émir regardait les jeunes femmes nues s'amuser dans l'eau et jetait une pomme à l'élu du jour. Le repas est pris chez l'habitant, un autre site traditionnel, toujours très raffiné et agréable. Ah ben oui, non, mais elles sont très très pleines. On a une bouteille là, alors... Et après, s'il n'a pas envie de payer, le propriétaire du restaurant regarde qu'est-ce qui est marqué au-dessus du restaurant. T'es venu toi-même. Personne ne t'a forcé de venir ici. Ah là 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 là. Et la journée se termine dans un atelier où sont fabriquées des miniatures. On ne peut qu'admirer la finesse et l'habileté de ces artisans au travail. Toute une journée de route nous conduit à Khiva. En quittant Boukhara, nous trouvons des cultures sur quelques dizaines de kilomètres. Puis nous atteignons le désert, peu ou pas de végétation, à part quelques touffes de tamaris dont se nourrissaient les chameaux. Dans l'ancienne oasis de Khiva, les caravaniers se ravitaillaient en eau avant d'affronter le désert pour gagner l'Iran. Nous traversons un canal d'irrigation, puis le pont que nous allons franchir sur le grand fleuve Hamoudia est en vue. De l'autre côté de la route, c'est le Turkménistan. Un autre canal d'irrigation. Un bref arrêt en cours de route dans une nécropole. Et c'est déjà la nuit quand nous découvrons Khiva tout illuminé. On trouve peu de monuments très anciens à Khiva, mais un bel ensemble d'architecture musulmane.
Nous quittons l'hôtel à pied pour une visite de la ville. Au milieu du parc se dresse la statue d'un poète de Khiva du début du XXe siècle. La ville ancienne est encerclée par 2 km de centres de fortification, certaines très anciennes. L'entrée se fait par la porte ouest. La médersa Amin Khan du XIXe siècle pouvait accueillir 260 étudiants. Le Khalta Minor, ou minaret court, devait s'élever à plus de 70 mètres et être le plus haut du monde musulman. Il a été abandonné à 26 mètres à la mort du Khan. Voici l'intérieur de la médersa. Elle est aujourd'hui devenue un hôtel. Le Kukna Ark, l'ancienne citadelle, la résidence du Khan tout au long des siècles, a été agrandi petit à petit jusqu'au XIXe siècle par tous les Khans qui se sont succédés. La mosquée d'été du XIXe siècle est superbement décorée. Le bastion Akshek Baba du XIIe siècle, utilisé comme tour de garde, est l'édifice le plus ancien de Khiva. Depuis une plateforme en haut du bastion, la vue est très étendue sur Khiva, dans et hors les murs, et sur les remparts. Dans la salle du trône, le Khan tenait ses audiences publiques. Le trône original, emporté par les Russes, se trouve à présent à Saint-Pétersbourg. La mosquée Juma, mosquée du vendredi, presque souterraine, a été terminée à la fin du XVIIIe siècle. Elle comprend 213 piliers de bois, dont certains très anciens remontent au Xe et XIe siècle.
Du pain? Au hasard d'une rue, une femme est en train de faire du pain. Le Khan a commandé ce palais en 1830. Cette porte, à laquelle seul le Khan avait accès, reliait le harem au reste du palais. Malgré la pluie et le temps froid du jour, les invités d'une noce font la fête dans les rues de Khiva. Seuls les mariés ne semblent pas vraiment joyeux. Une autre entrée du palais Taj Kaoli permet d'accéder au harem. Dans ce secteur vivaient le Khan et ses 4 femmes officielles. La chambre de l'émir. Cette autre partie donnant sur la cour était le quartier réservé aux autres femmes. Plusieurs salles du palais sont occupées par un musée. On peut y voir de belles pièces de bois sculptées, des bijoux, des costumes. Dans une salle du palais, plusieurs pierres de ce type constituaient l'ancien cadastre. La porte Est est une des 4 portes qui fermaient la ville. Il y avait là autrefois un marché d'esclaves. Dans ces niches étaient enchaînés des esclaves. 2 médersas se font face à côté de la mosquée du quartier.
La médersa Islam Hoxha du début du XXe siècle accueille le musée des arts appliqués. La spécialité des artisans de Khiva est la sculpture sur bois. Cet artisan, lui, est expert dans la fabrication des lutrins. Voilà la troisième étape. Biseauter un sur deux ciseaux au bois. 1. 2. 3. 4. Le minaret de la médersa est le plus haut minaret de Khiva. Nous quittons provisoirement Khiva par la porte sud et longeons les fortifications. Nous notons la présence de tombes, certainement des notables qui ont souhaité être ensevelis en ces lieux. Lutteur de renom, fourreur, poète populaire, Pahlavan Mahmoud est le saint patron de la ville. On vient se recueillir dans son mausolée qui, au début du XIXe siècle, est devenu un monument grandiose. Les dignitaires de Khiva, en voulant côtoyer le saint, ont transformé ce lieu en mausolée familial. L'ensemble est merveilleusement décoré. La pluie a cessé, des rayons sont revenus, faisant luire les monuments de Khiva sous le soleil. C'est cette dernière belle image que nous emporterons de la ville. T'es venu toi-même. Personne ne t'a forcé de venir ici. Ah là 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 là.